Bonjour téléspectateurs, bonjour internautes, bonjour téléspectatrices. Nous revoici à un autre partage d'informations sur les actualités ou l'actualité qui domine notre pays. Actualité sur la RDC, mais qui a un impact géopolitique et géostratégique sur toute la région des Grands Lacs. Les coulisses RDC TV est là pour vous et pour vous servir. Et nous espérons, nous faisons de notre mieux pour que cela se passe ainsi et selon votre volonté. Aujourd'hui, nous continuons notre série, nous allons parler du dialogue. Le dialogue, vous savez, la République est divisée en deux. Il y a un camp qui tient coûte que coûte à un dialogue interne, et un autre camp qui dit ce n'est pas le moment. Essayons de décortiquer ce dialogue, les contours du dialogue qui aboutit au pacte social tel que proposé par la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo. Le pacte social, le dialogue avec qui et pour qui? Est-ce que le dialogue peut amener à la fin de la guerre? Est-ce que le dialogue peut régler le problème de la crise multidimensionnelle qui secoue notre pays, pas seulement la République démocratique du Congo, mais aussi la région des Grands Lacs? Est-ce que le dialogue peut arriver à faire taire les armes? C'est autour de ce dialogue, de ce thème-là, que nous allons essayer de partager avec vous la petite expérience que nous avons à travers des analyses géopolitiques et géostratégiques. Le pacte social, commençons par le pacte social comme un fait introductif. Le pacte social n'est pas une création, une invention de la CENCO SCC. Comme on dit, on n'invente pas la roue. Le pacte social, c'est pratiquement l'écrivain français Pascal qui a parlé du pacte social. Dans l'entendement de Pascal, le pacte social était un terme théologique. C'était une notion théologique. Et le rôle ou le but du pacte social tel que Pascal l'a analysé, c'était de tenter de rééquilibrer la société par la rétribution équitable des revenus et une justice distributive. Pascal insistait sur un fait, que le pacte social n'efface pas les individualités qui existaient dans une société. C'est ça, Pascal dit, nous voulons bien redistribuer les données, redistribuer les revenus, mais le pacte social n'efface pas les individualités. Car il y aura toujours dans un pays, dans une société, une minorité qui va s'imposer, qui va s'emparer de toutes les richesses par rapport à une majorité qui n'aura presque rien. Une minorité qui va diriger et qui va régner sur les richesses au détriment de la majorité. Ça, c'est Pascal qui le dit dans le pacte social, qui a été même combattu par les jésuites de l'époque. Et Pascal ajoute que même la démocratie, que même dans la démocratie ne résout pas le problème d'inégalité dans la société. La démocratie, on l'aura bien voulu, on l'aura applaudi, on l'aura souhaité, on se sera tué, on serait mort pour la démocratie, mais la démocratie ne résout pas le problème d'inégalité dans le partage des richesses dans une société ou dans un pays. Alors, le dialogue à l'interne avec qui? Est-ce que le dialogue à l'interne tel que proposé, c'est vraiment le problème? Et si c'est le problème, nous pouvons toujours nous poser cette question, est-ce que les Congolais font un bon diagnostic dans la crise qui date de plus de 30 ans et qui a fait que le Rwanda s'installe sur une partie du territoire national? Est-ce que nous faisons un bon diagnostic? Est-ce que, en pensant que le dialogue, le pacte social peut résoudre le problème, nous faisons un bon diagnostic ou bien nous tapons à côté? Alors, avant de répondre à cette question, la réponse ne sera pas automatique. Nous présentons le pays avec un camp qui dirige, le gouvernant,
et un autre camp des opposants. Et dans les camps des opposants, nous avons deux sortes d'opposants. Nous avons les opposants non armés, qui ont des partis politiques, qui n'ont pas pris les armes, qui parlent à longueur de journée à Kinshasa, qui veulent le dialogue à l'interne, et les opposants armés qui sont à Goma. Et même dans les opposants armés qui sont à Goma, il y a aussi des non-armés, parce que nous savons qu'à Goma, il y a une opposition armée appelée le M23, qui a pris les armes, qui a fait tomber Bunagana, qui a fait tomber Tchenguerero, qui a fait tomber Rutshuru, qui a fait tomber Kiwanja, qui a fait tomber Goma avant même que ceux qui sont avec eux, l'AFC et Sauvons le Congo, ne s'y retrouvent. Donc il y a une opposition armée à Goma et il y a des opposants non armés qui sont là. Je pourrais les appeler les débiteurs pour applaudir. Mais ça, ce n'est pas le terme. Donc, dans les opposants, dans le rang des opposants non armés, nous avons presque tous les politiciens qui n'ont pas pris les armes et qui ne sont pas au pouvoir. Et la question, parce que ce sont les politiciens et les églises, les deux églises qui demandent le dialogue, à l'interne, c'est bien expliqué, le dialogue interne. La question que nous pouvons nous poser clairement aussi, c'est de savoir à quoi sert le dialogue. À quoi sert le dialogue ou à quoi sert la politique? Ça fait la question, à quoi sert la politique? Et la réponse qui saute aux yeux, c'est à s'emparer du pouvoir, à gérer la cité. Et on s'empare du pouvoir, notamment et normalement, dans la conquête à travers les urnes. Mais pour conquérir le pouvoir à travers les urnes, il faut avoir une base. Il faut être implanté, il faut avoir un projet de société qu'on peut soumettre à la population. On ne vient pas donner un cours de démocratie ou bien un cours d'élection. Mais la réalité de la République démocratique du Congo dit qu'il y a des raccourcis pour arriver au pouvoir. Il y a des voies plus faciles et plus directes pour arriver au pouvoir. Lorsqu'on n'a pas de pouvoir, lorsqu'on n'a pas une portion d'autorité. Ces raccourcis-là s'appellent le dialogue. Le dialogue, par expérience, en République démocratique du Congo, le dialogue, c'est pour se partager les postes. On ne peut pas se tromper. On a vu à Sun City le dialogue, on a vu comment les gens ont acheté des postes dans les rébellions. On ne cite pas les noms, mais il y a des gens qui ont acheté des postes au sein du MLC, au sein du RCD-KML, au sein du RCD Goma. Des Congolais qui étaient à Kinshasa ou en Europe, ils ont acheté des postes pour être dans la rébellion et pour récupérer leur argent quand ils seront au pouvoir. Et ils l'ont récupéré. Donc on ne peut pas se voiler la face. Le dialogue qu'on demande, surtout pour ceux qui ne sont pas au pouvoir, on dira c'est de leur droit, c'est pour participer au partage du gâteau. Et on crée des crises artificielles, on crée des blocages, on passe sur des plateaux de télévision, on crie par-ci, par-là, nous voulons les dialogues, sinon, ainsi de suite. Mais comme nous avons posé la question, est-ce que ces dialogues, c'est pour mettre fin à la crise multidimensionnelle qui secoue notre pays et notre région, c'est-à-dire notamment les 3-4 pays, nous avons la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi et un peu moins l'Ouganda. Est-ce que le dialogue, c'est pour régler les problèmes de toutes ces populations-là? Nous avons, je l'ai dit tantôt, la preuve avec Sun City. Nous avons couvert Sun City, ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. À Sun City, tous les hommes et les femmes politiques se sont précipités sur des postes. Au point que les Quinois, appelons Quinois, tous ceux qui n'étaient pas dans la rébellion, et les vrais Quinois aussi qui étaient dans la rébellion, ils se sont précipités sur des postes, le partage des postes, au point même qu'ils ont oublié l'armée. Ils ont cédé l'armée au RCD et au RCD Goma. Ils ont laissé l'armée à Azarias Rubero. Parce que pour eux, ils cherchaient des petits postes rentables.
oubliant que le vrai problème qui s'est posé dans notre pays et qui se pose jusqu'à aujourd'hui, le problème de la colonne vertébrale, le problème de l'armée. Et curieusement, on a vu le jeu qui s'est passé jusqu'à 10 jours de la tenue du dialogue de Sun City. Le président du RCD, Goma, s'appelait plutôt Adolphe Onosumba. Et par une baguette magique, il y a eu un remaniement ou un remue-ménage. Directement, c'est Azarias Ruberwa qui est devenu président et qui a pris la vice-présidence de la République en charge de la défense nationale. Donc, les Quinois ou les Congolais de façon générale ont laissé le vrai problème qui fonde toute une nation, c'est-à-dire le problème de défense et de sécurité. Et ils ont laissé au RCD, qui était pratiquement un mouvement, une organisation écran du Rwanda. Alors, c'est ça la question que nous nous posons. Est-ce que ceux qui demandent le dialogue à l'interne, le dialogue intérieur, est-ce qu'ils connaissent le vrai problème de la crise, les vraies causes de la crise, ou bien ils font semblant? Est-ce qu'ils sont des marionnettes au service du Rwanda principalement pour exiger un dialogue à l'interne, ou bien ils sont des ignorants? Est-ce qu'ils le font par naïveté ou par conscience? Pratiquement, comme je l'ai dit, ils sont des débiteurs qui doivent payer ce qu'ils ont hérité du Rwanda. C'est toute la question. Alors, pour répondre à cette question, nous n'allons pas par 4 chemins. Nous allons nous référer aux vraies causes de la guerre telles qu'édictées par le M23 en 2012 à Kampala. Ces vraies causes de la guerre sont contenues dans ces livres écrits par Nikez Kibelbeloka au titre significatif « Balkanisation de la RDC, mythe et réalité ». Ce livre a été préfacé par Didier Moumengi, postfacé par le professeur Cyril Moussila, paru aux éditions Scribe en 2022. Ce livre répond à cette question-là. Et nous n'allons pas faire l'anatomie du livre, nous allons seulement prendre quelques pages, notamment la page 195, 195. La page 194 s'intitule « Les doléances légitimes des rwandophones ». C'est ça le titre. Et dans les doléances légitimes, le M23 a dit au gouvernement congolais à l'époque que si nous sommes en conflit et si on tue les gens, si les guerres sont à répétition, c'est parce que vous ne voulez pas écouter les vrais problèmes que nous avons et qui sont la cause ou les causes des guerres récurrentes. Et nous, comme nous n'allons pas citer tous les problèmes, ils ont déposé un projet d'accord de paix entre le gouvernement congolais et le M23 qu'ils ont appelé les doléances légitimes. Je prends l'article 5. Je vais vous le lire pour que nous ayons tous une même compréhension. Article 5. Du fait des guerres récurrentes ayant entraîné la destruction des infrastructures, du tissu socio-économique, la fracture de la cohésion sociale et l'absence de toute perspective de développement, à la suite du déficit d'une paix durable et de sécurité durant les dernières décennies dans l'est de la République démocratique du Congo, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Haut-Uele, le Maniema et le Tanganyika, devront être considérés et proclamés comme zones sinistrées. Donc, les provinces que je viens de citer, le Nord Kivu, l'Ituri, le Sud Kivu, le Haut-Uele, le Maniema et le Tanganyika devront être considérés, proclamés par le gouvernement congolais comme zones sinistrées. À ce titre, une zone déclarée sinistrée devra jouir de, je cite toujours l'article 5, 1. Du statut administratif particulier. 2. D'un plan de développement spécial. 3. D'une large autonomie fiscale et financière.
cadre d'un programme spécifique de sécurisation pour la concrétisation des différents accords régionaux. Voilà une zone sinistrée qui doit signer, qui doit concrétiser les différents accords régionaux. Mais là aussi, nous pouvons nous poser une petite question. On nous dit des suites de guerres récurrentes. Mais ces guerres récurrentes plutôt, sont provoquées par qui? Ce n'est pas par des Congolais. Aujourd'hui, nous le savons tous, que les guerres récurrentes depuis l'AFDL sont provoquées par le Rwanda. Et les guerres provoquées par le Rwanda, comment voulons-nous que les solutions aux guerres provoquées par le Rwanda soient trouvées par la RD Congo? C'est un non-sens. Parce que les guerres récurrentes, quelles en sont les origines? Les guerres récurrentes, ces guerres qui commencent et qui s'amplifient avec l'arrivée du Front patriotique rwandais au pouvoir et les génocides rwandais, sont-elles congolaises? C'est ça la vraie question. Donc les guerres récurrentes ne viennent pas de la République démocratique du Congo pour que les solutions soient trouvées en République démocratique du Congo. Ça, c'est l'article 5 des doléances légitimes. Je prends l'article 7. Que dit l'article 7? Afin de faciliter l'intégration des cadres politiques du M23 et ceux considérés comme tels, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à les faire participer à la gestion des institutions nationales par les biais de premier tiré, gouvernement central, deuxième tiré, diplomatie et chancellerie, troisième tiré, entreprise publique, quatrième tiré, gouvernement provinciaux, cinquième tiré, état-major, sixième tiré, etc. Voyez ce que on nous demande de faire. Réintégrer tous ces gens qui ont pris la guerre. Mais en 96, ils sont venus avec Mouzé. Ils se sont intégrés s'ils n'ont pas été intégrés. En 2002-2003, avec les accords de Sun City, qui ont donné le 1+4, mais tous ont été intégrés dans les institutions, à tous les niveaux. Ils n'ont jamais été satisfaits, et voilà, ils quittent les institutions sorties après le 1+4, ils créent le CNDP. Après le CNDP, il y a des accords, ils créent le M23. Et ils nous demandent de le réinsérer de nouveau. En fait, ceux qui n'avaient pas été insérés, qu'on les insère. Mais au fait, c'est ça effectivement, la grande infiltration par la porte, par la voie officielle. Voilà ce qu'ils nous demandent à l'article 7, et à l'article 7, oui, et nous le savons, que lorsque Claude Balanki est nommé coordonnateur du mécanisme national de suivi, la première des choses qu'il fait, c'est de solliciter auprès du chef de l'État et d'obtenir du chef de l'État l'effacement de toutes les infractions sur la liste des gens qui étaient non éligibles comme Congolais et dans l'armée. Il a effacé et tous ont été absous, enfin leurs péchés ont été absous, malheureusement, et celui qui les a aidés à l'absoudre, et eux-mêmes, ils sont aujourd'hui rebelles du M23 bis. Donc, voilà ce qu'on nous demande. C'est que le Rwanda demande à la République démocratique du Congo. Au fait, le Rwanda veut rwandaliser, si vous acceptez le terme, les institutions de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous passons à l'article 9. Nous sommes toujours dans le projet de doléances légitimes proposées par le M23. L'article 9 dit quoi? En vue de faciliter la réconciliation nationale, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à promulguer une loi d'amnistie pour faits de guerre et faits insurrectionnels couvrant la période de
du 7 mai 2009 jusqu'à la fin de la mise en œuvre de l'accord, et ce, conformément au droit international. Est-ce que le droit international parle d'amnistie? Le droit humanitaire international, d'ailleurs, tout ce qu'ils ont posé comme actes, ce sont des crimes de guerre. Des crimes de guerre qui sont imperceptibles. Maintenant, voilà, ils demandent l'amnistie. Un, ils demandent la gestion de tout le nord-est du pays. De deux, ils demandent l'amnistie. De trois, ils demandent d'être intégrés dans les institutions nationales. Ah, finalement, on se pose des questions. Est-ce qu'on veut nous prendre pour des bourriques, pour des idiots? Qu'à cela ne tienne, continuons avec l'article 12. Nous sautons d'autres articles. L'article 12 dit ceci: conformément à l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba, le M23 s'engage à mener des opérations conjointes avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il ne fait pas partie de la RDC. Déjà, l'idée de la balkanisation est contenue dans tout ce qu'ils disent. Le M23 s'engage à mener des opérations conjointes avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le M23 est de quel gouvernement? De quel pays? Assis sur quel sol? Afin de participer aux opérations de pacification et de stabilisation de la partie Est. Pour pacifier durablement la partie Est de la République et participer efficacement à la stabilisation de la région des Grands Lacs, ces opérations devraient se dérouler sur une durée de 5 ans, renouvelables, et auront pour objectif, je m'arrête d'abord là-bas. Le M23 se propose de pacifier même la région des Grands Lacs. Voilà un mouvement rebelle qui veut pacifier la région des Grands Lacs. Donc on comprend que c'est le Rwanda, c'est le pouvoir Front Patriotique Rwandais qui veut inoculer son idéologie dans toute la région des Grands Lacs. Je continue. Pour une durée de 5 ans renouvelable, l'Est de la République démocratique du Congo échappera totalement au gouvernement central. Et le M23, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, vont pratiquement tout faire pour, un, l'éradication définitive de toutes les forces négatives étrangères opérant à partir du territoire congolais. La LRE, l'ADF NALU, FNL et FDLR. Le M23, qui est une force négative, qui est une rébellion, qui est un mouvement, une organisation criminelle, une organisation terroriste, une organisation écran, se propose, elle, comme organisation, d'éradiquer les autres groupes armés, y compris les FDLR. Le dossier FDLR, nous y reviendrons dans une émission spéciale. 2. Le rapatriement dans leur pays d'origine de tous les prisonniers capturés au cours des dites opérations. Mais le M23 va rapatrier, il va signer des accords avec d'autres pays. En tant que qui? En tant que nation, État, gouvernement ou bien en tant que rébellion. 3. De ce fait, il y aura la composition et l'articulation des forces conjointes FARDC et ARC. ARC, c'est-à-dire Armée révolutionnaire congolaise, l'armée du M23, pour mener à bien les dites opérations et parvenir dans un délai raisonnable aux résultats attendus. Voici ce que le M23 propose. Alors, posons-nous la question. Posons-nous sincèrement et sérieusement la question. C'est contenu d'abord, tout ce que je viens de vous dire, c'est dans ce livre, Balkanisation de la RDC, mythe et réalité. À partir de la page 194 jusqu'à la page pratiquement 201, où vous trouvez les doléances légitimes, les causes profondes de la guerre, les causes profondes qui font qu'un groupe d'individus manipulés par le Rwanda nous mène la vie dure. Et la question, c'est-à-dire quoi? Le Rwanda, qui a de très sérieux problèmes, deux ethnies qui ont difficile à cohabiter, les Hutus et les Tutsis, au Rwanda, ils ont transposé leurs querelles chez nous. Et nous payons la facture de la fracture
entre Hutus et Tutsis du Rwanda. Nous la payons cette fracture depuis 30 ans sur le sol congolais, avec plus de 10 millions de morts, avec des déplacés, avec des réfugiés, avec des pillages incroyables. Alors voilà des Congolais qui se réveillent un matin en disant « Vous voulez mettre fin à la crise, faisons un dialogue à l'interne parce que le problème est congolais. » C'est un problème congolo-congolais. Est-ce que nous comprenons cela? C'est toute la problématique. Alors, ce qui est plus important, c'est de nous poser des questions. Si réellement nous les faisons sciemment, c'est-à-dire auquel cas nous sommes les débiteurs du régime de FPR, c'est-à-dire que le régime du Front patriotique rwandais a acheté des intellectuels congolais, a acheté dans l'élite congolaise et des prêtres, et des pasteurs, et des politiques, et des intellectuels pour porter l'écho de sa voix sur les terres congolaises. Alors, si c'est cela, nous sommes alors une nation appelée à disparaître. Or, nous, Congolais, nous refusons de disparaître. Et comme nous refusons de disparaître, nous avons l'obligation de dire la vérité. Pas une vérité créée, mais une vérité dite par ceux-là même qui ont pris les armes contre la République démocratique du Congo. Et curieusement, les marionnettes congolaises, les débiteurs du régime du Front patriotique rwandais, qui sont des Congolais, se comportent plus en Rwandais sur le sol congolais qu'en Congolais. Prenez les Nanga, on est surpris de leur discours. Prenez tous ceux qui les appuient, surpris de leur discours. Ils vantent le président Kagame, ils vantent le Rwanda. Voilà comment le Rwanda est organisé. Voilà, c'est pas comme le Congo. Mais nous sommes malades ou bien nous sommes des gens normaux. Qu'est-ce qu'on nous a donné pour oublier le vrai problème qui se pose dans la sous-région? Donc voilà, nous sommes en face d'un groupe, une organisation écran du Rwanda, le Rwanda qui veut créer un troisième pays, c'est-à-dire un pays sur le territoire congolais qui sera d'obédience FPR. Et ce pays est dessiné sur une carte. Nous avons des limites. Aujourd'hui, ils occupent une partie du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ils ont installé une administration parallèle. Ils posent des actes d'un État normal. Et voilà des Congolais qui nous disent « Non, ce qui se passe là-bas, c'est rien, parce que le vrai problème, c'est entre nous. » Non, le vrai problème, ce n'est pas entre nous. Le problème, c'est la fracture au Rwanda entre Hutus et Tutsis. Où au Rwanda, le pouvoir s'obtient par le sang. Et cette fracture, nous payons la facture. Excusez-moi, nous payons cette facture chèrement. Sans avoir rien fait. Parce que simplement, on nous dit que la RDC est un pays hospitalier. Alors, nous revenons à notre problématique. Dites-nous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, chers tous, aujourd'hui, avec les doléances légitimes proposées, mises à... Et ce qui est grave, chers amis, ce qui est grave, ces doléances ont été présentées à la délégation congolaise, conduite par l'ancien Premier ministre Raymond Tshibanda. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est Raymond Tshibanda qui a reçu les doléances légitimes. Et que ces gens qui ont reçu les doléances légitimes se retrouvent aujourd'hui avec le M23 à Goma. Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose? Et ces gens nous disent, nous devons revenir à Kinshasa, soit par les armes, soit par le dialogue. Bon, je ne sais pas. C'est ça la question, c'est ça la problématique du dialogue. Oui, le dialogue doit exister. Mais dialoguer avec qui? Oui, nous voulons le dialogue. Mais avec qui? Ne mettons pas notre pays en difficulté. Regardez notre armée.
Ceux qui étaient FAC, Forces armées congolaises, ont combattu les rebelles. Ils sont tous devenus FRDC. Ils se regardent en chien de faïence. Il y a ceux qui portent les cicatrices de la guerre. Et surtout que ceux qui sont venus comme rebelles ont eu des grades supérieurs à ceux qui défendaient la nation. Vous voyez les traumatismes même dans l'armée, dans notre armée. Personne n'en parle. Et nous voulons que l'armée soit forte. Une armée traumatisée. Une armée qui voit des gens qui l'ont combattu en train de la diriger. C'est incroyable. Donc la question, dialoguer, oui. Mais dialoguer avec qui? Dialoguer pourquoi? Dans quel objectif? Pour mettre fin à la guerre qu'ils ont créée eux-mêmes. Nous allons dialoguer avec les gens qui ont créé les conflits, qui ont créé la guerre. Si nous dialoguons avec ces gens, cela signifie quoi? Que nous leur offrons notre territoire. Nous leur offrons un territoire qui deviendra demain un État, leur État. Ça deviendra la soudanisation, comme on l'a dit. C'est-à-dire nous aurons un Congo, République démocratique du Congo, avec amputé d'une partie, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Okatanga, Otuwele, qui aura un autre nom et dont nous vivrons effectivement le Soudan. Pas le Soudan voulu par John Garang. John Garang a combattu pour un Soudan uni. Il a été tué pour qu'on puisse dépecer le Soudan. Chers compatriotes, chers Internet, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, voici le problème qui fonde notre débat sur le dialogue. Oui ou non dialoguer? Oui, dialoguer avec qui? Oui, dialoguer pourquoi et pour qui? Et voilà, ces problèmes et même le fondement du dialogue pour parler de Doha. Qui veut entendre, qui veut réfléchir sur ça, en tire les conséquences possibles. Ne ratez pas les prochaines émissions, likez, donnez-nous votre point de vue parce que nous avons besoin de changer, de faire mieux grâce à vos remarques et considérations. Suivez les coulisses RDC TV et surtout, nous avons besoin de vos remarques. Prenez soin de vous, bonne journée et à la prochaine émission. Nous vous remercions.